Prêt pour un nouvel épisode? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre qui est déjà en précommande et qui sortira officiellement le 24 novembre. Sous la direction d'Olivier, à 7 mains, on s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous laisse écouter nos échanges avec un superbe invité et je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano et nous sommes déjà dans le 3e épisode du podcast Devenir triathlète. Olivier de Scooter co-anime cet épisode avec moi. Salut Olivier. Salut Armano. Et nous avons toujours notre superbe invité, Lionel Lestrade. Salut Lionel. Salut Armano. Salut Olivier. Bon alors Lionel, on l'aura compris, si on cherche les résultats des derniers Ironman ces 20 dernières années, il y a des chances que dans plusieurs des résultats, on trouve ton nom. Alors déjà, tu nous as dit en introduction dans le premier épisode de la semaine que tu avais à peu près 18 Ironman à ton actif. Est-ce que tu peux nous dire lesquels et peut-être celui ou ceux que tu as préférés? Oui, tout à fait. J'ai commencé par l'Ironman de Roth, qui est quand même assez mythique, ne serait-ce que par sa réputation en termes d'ambiance. Qui n'a jamais été un Ironman d'ailleurs? Oui, tout à fait, qui a eu le label une période et qui est passé sous le label Challenge. Mais ça reste la distance qu'on appelle en effet, on devrait l'appeler la distance XXL et pas la distance Ironman, tout à fait. Donc j'ai commencé par celui-ci qui restera des souvenirs gravés puisque c'est le premier et 2 c'est juste une ambiance, c'est Roth, voilà, c'est une ambiance magique là-bas. Après j'ai enchaîné 4-5 fois l'édition de Nice. Puisque au niveau du calendrier, moi ça m'arrangeait bien. Au niveau du mois de juin, ça évitait de s'entraîner pendant tout l'été. Justement, on en a évoqué par rapport aux contraintes familiales, etc. Donc ça permettait de faire une prépa hivernale sur le printemps et d'avoir l'objectif avant l'été. Et puis logistiquement, ça restait en France. Relativement facile et puis ça reste également une course juste magnifique, entre autres sur le parcours vélo qui monte dans l'arrière-pays et courir sur la promenade des Anglais. Ça reste quand même un triathlon juste magnifique. Par contre, il me semble que t'es vite allé dans des endroits un petit peu plus exotiques, non? Qu'on parlait du Brésil, t'as mentionné l'Argentine aussi. Ouais, ça c'est après. Attends, non, moi je voulais revenir. Tu es originaire de Nantes. À Nantes, pour autant que je sache, c'est plutôt plat. Donc, comment on s'entraîne pour le vélo de Nice sur des lignes droites toutes plates? C'est compliqué. C'est compliqué. Tu trouves une bosse, tu l'as fait 15 fois en aller-retour. Tu vas faire quelques stages à droite à gauche où tu vas aller chercher un peu de dénivelé. Mais oui, je suis bien d'accord que tu compenses par un peu de renforcement musculaire. Tu fais avec les moyens du bord. Mais en effet, c'est pour ça que par exemple, Embrun me fait de l'œil. Mais je pense que je le ferai certainement un jour, mais plus dans l'optique de le finir en pur plaisir, mais des préparations spécifiques où il y a des épreuves où il y a beaucoup de dénivelé. Bon, après Nice, c'est pas non plus du dénivelé c'est pas l'Altriman ou l'Embrunman avec vraiment des vrais cols à passer. C'est pas l'Alpe d'Huez non plus. C'est pas l'Alpe d'Huez non plus. Mais en effet, il y a du dénivelé. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Mais en effet. Et après, j'ai commencé à voyager un petit peu plus. Je suis parti 2 fois en Afrique du Sud. J'ai fait la Suisse, Zurich, les Baléares avec Majorque, et puis Maastricht. Et puis après est arrivé l'apothéose, c'est-à-dire le Brésil. Donc dans les courses, je dirais pas que c'est forcément la plus belle course en termes de parcours ou de paysage, mais ça restera la plus belle course gravée pour moi, où j'ai eu l'alignement des planètes ce jour-là et la réussite, c'est-à-dire tout s'est passé merveilleusement et c'est ce qui m'a permis de décrocher enfin cette qualif pour Hawaï. Et un petit aparté à David, non, je ne l'ai pas eu au Roldon, j'étais bien, j'ai fini 7e et il y avait 8 slots dans la catégorie, donc j'ai même pas eu, heureusement, parce que de toute façon il y a eu 0 Roldon, donc voilà. Ouais, puis effectivement, ce sera pour toi la plus belle course parce que c'est là que tu as rencontré David. En plus, si je ne m'abuse. En plus. Et oui, non, mais on a gardé en plus de cette course de contact. On s'est retrouvé à Hawaï en plus, et puis régulièrement on s'appelle, etc. Et juste pour un tout petit aparté, il faut imaginer quand même que David donc avait organisé
un regroupement au Brésil. Moi, je l'avais eu quelque temps avant au téléphone, qui m'a gentiment expliqué tous les parcours du vélo, de la course à pied, puisque lui, il l'avait fait l'année d'avant. Et il m'a donné plein de conseils alors qu'il savait qu'on courait tous les deux dans la même catégorie et qu'on venait pour le même objectif. Donc j'ai trouvé ça admirable et très fort. Alors soit il connaissait son niveau et il savait qu'il craignait pas grand-chose de moi peut-être. Non, je pense qu'il en était pas là. Mais vraiment, j'ai trouvé ça d'une gentillesse et un esprit sportif juste remarquable et qu'il faut noter pour m'avoir. Même quand je suis arrivé au Brésil, il m'a emmené, on a été faire du vélo ensemble, on a été nager, alors que entre guillemets, on était concurrents pendant la course et dans le même groupe d'âge, quoi. Donc merci encore David, c'était vraiment admirable comme comportement sportif. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit souvent chez les triathlètes, même les triathlètes pros, on les voit souvent, ils passent leur saison ensemble, en fait, ils s'entraînent ensemble. Ouais, complètement, ils partent en stage, et puis en fait ils se battent comme pas possible pour les podiums, mais au final voilà, c'est des super potes, quoi. Ouais, tout à fait. Et là ça a vraiment été le cas, et j'avais trouvé ce comportement plus que sportif. Ouais. Tu as commencé à voyager pas mal justement pour le triathlon. Comment ça se passait en général? Tu fais un aller-retour pour la course ou bien en général tu essaies de prendre 1, 2, 3 semaines pour profiter du coin? Ouais, l'objectif finalement c'était ça, c'était à chaque fois c'était de trouver un petit peu une destination qui nous motivait pour aller découvrir. Donc j'essaye d'arriver en principe 3, 4, 5 jours avant la course. Parce que également moi j'ai pas de congé payé, donc mon budget vacances il est aussi un petit peu limité. Donc j'essaye d'arriver 3, 4, 5 jours maximum avant la course pour quand même se mettre dans l'ambiance, aller faire quelques reconnaissances, être sûr que le matériel arrive en bon état et qu'on n'ait pas de surprise. De faire c'est le minimum de toute façon ça. Pour ceux pour les éditeurs qui nous écoutent, qui n'auraient pas encore l'expérience des triathlons à distance, c'est le minimum quoi. C'est 3-4 jours. Tout à fait. Ouais, puis d'autant quand tu passes sur l'autre hémisphère où il faut en plus te réhabituer avec le décalage horaire, avec la nourriture qui est pas forcément la même, etc. Donc, tout à fait. Et en principe, j'essaye au minimum de rester une semaine sur site après la course pour vraiment profiter, découvrir le pays. Au lieu de faire les joggings de récup, faire les tours touristiques de récup avec madame, c'est ça? De toute façon, les joggings de récup, faut même pas m'en parler, faut même pas envisager, je fais pas 3 pas. C'est pas possible. Alors attends, parce que tu nous as dit tout à l'heure que tu appréciais Nice par rapport à son placement dans le calendrier et que ça te permettait justement de t'entraîner en hiver et pas trop en été. Bon, cette année-là, quand tu vas au Brésil, tu décroches ta qualif pour Hawaï. Hawaï, pour ceux qui ne savent pas, c'est le 2e week-end d'octobre. Ça ne change pas, c'est invariable. Enfin, sauf là en 2021 où ça va sauter. Mais du coup, ça t'a foutu en l'air ton plan de t'entraîner que l'hiver, non? Non, parce que ça, c'était il y a quelques années aussi. J'avais mon fils qui était plus jeune, etc. Donc c'était plus la même non plus dynamique familiale, c'était pas les mêmes plannings, etc. Depuis il a pris son envol, etc. Donc on a aussi modifié beaucoup de choses. Donc maintenant il n'y a plus entre guillemets les mêmes contraintes, etc. Puis de toute façon c'était Hawaï, donc là. Voilà, on discute pas quoi. C'est Hawaï. Il y a pas de concession à faire. Là. Alors, rappelle-nous l'année peut-être justement de ce triathlon au Brésil et de ta qualif pour Hawaï. 2017. Ouais, c'était mai 2017 et octobre 2017 dans la foulée pour Hawaï. Si je comprends bien, tu as fait un Ironman par an, sauf en 2017 où justement tu as doublé dans l'année puisque tu as eu ta qualif pour Hawaï. Ouais, il y a même une expérience débile et stupide. Une année, j'en ai fait 4. Ah, oui, ok. Voilà. Pourquoi pas? Alors, tu dis débile et stupide, c'est le kiné / ostéo qui parle? Oui, complètement. Raconte-nous. Je me suis laissé prendre un petit peu à une spirale, c'est-à-dire que j'ai commencé, de mémoire, c'était Majorque qui devait être au mois d'octobre, où finalement j'avais fait une très belle course, parce que c'était la première fois que je passais sous les 10 heures. Et je me suis dit, c'est à partir de cette course-là, je me suis dit, tiens, peut-être que finalement, un jour, une qualif pour Hawaï pourrait être envisageable. Parce que je voyais que les chronos commençaient à descendre, que je commençais à descendre dans les classements. Donc, au mois d'avril, je suis allé enchaîner sur l'Afrique du Sud.
Donc 6 mois après sur l'Afrique du Sud, sauf qu'à ce moment-là, j'étais dans une période j'ai eu vraiment des problèmes personnels et compagnie. Je suis parti tout seul en Afrique du Sud dans des conditions que j'aurais jamais dû prendre le départ. Et c'est la première fois de ma vie que j'abandonne sur le marathon parce que la tête n'y était plus, le corps ne répondait plus et j'ai pas voulu continuer pour justement pas me blesser. Donc j'ai arrêté. Donc forcément là-dessus, c'était pas possible que ça reste comme ça. Donc j'ai enchaîné au mois de juin sur Maastricht, là où ça s'est très bien passé puisque je finis 10e dans mon groupe d'âge. Et là je me suis dit oh purée, franchement il manque pas grand-chose. Et fin août j'ai enchaîné sur Vichy. Et là c'était franchement la pire des erreurs, la course de trop. Je l'ai fini pour le finir, mais déjà dès la première boucle de vélo, à l'époque c'était 2 boucles de vélo sur l'Ironman, et déjà dès la deuxième boucle il y avait plus de jus, il y avait plus de carburant, il y avait plus de bonhomme, et voilà, là c'est vraiment la bêtise. Alors j'en tire une très bonne expérience parce que je sais ce que c'est d'aller au bout de ses ressources et d'avoir fait une mauvaise planification, de pas avoir suffisamment récupéré. Donc j'en retire ce bénéfice-là, je sais ce que c'est très bien, mais voilà, c'est à ne surtout pas reproduire. Et ça, c'était quelle année? C'était avant la qualif pour Hawaï? Oui, tout à fait. C'était 2014, 2015, ouais. Et d'ailleurs, l'année où j'ai doublé donc le Brésil et Hawaï, alors c'est pas forcément que ça, mais je suis arrivé à Hawaï déjà cramé de toute façon. Ça, c'est une évidence avec un peu de recul. J'ai voulu bien faire, j'ai fait des stages de préparation après le Brésil, mais je me suis aperçu que de toute façon, je pense que je n'avais pas digéré et assimilé suffisamment la course du Brésil, à réenchaîner derrière une prépa spécifique. Je suis arrivé là-bas, déjà, c'était cuit, mais bon. Le but, c'était de passer la ligne d'arrivée, de se faire plaisir sur la course, et voilà. Et alors justement, revenons sur Hawaï. Tu dis le but c'était de passer la ligne d'arrivée, mais de se faire plaisir sur la course. Est-ce que tu t'es fait plaisir? Comment s'est passée la natation, le vélo et la course à pied? Alors la natation, forcément, n'étant vraiment pas nageur, je m'appelle pas David. Tu sors pas en 46 minutes? Ah non, surtout sans combinaison. De mémoire, j'ai dû prendre je pense que j'ai pris 20 minutes de plus que mes temps habituels. Donc j'ai dû sortir de mémoire en 1h20. D'habitude, sur Ironman, je sors en 1h. Là, j'ai pris 1h20, puisque en plus, le niveau, il est très bon. Donc, ça part de partout et c'est compliqué de trouver ça, enfin, de trouver des pieds pour se faire emmener un petit peu ou quoi que ce soit. Donc, j'ai fait 1h20. Les ennuis ont commencé un petit peu à la sortie de la natation, puisque en courant, j'ai tapé dans un concurrent, dans son talon. Et là, je m'en suis pas rendu compte, mais ça a eu une répercussion après. Je me suis cassé un orteil. J'ai fait tout le vélo mais sans m'en rendre compte parce que le pied bien calé dans la chaussure, ça ne m'a posé aucun problème. Donc le vélo à Hawaï reste quand même je dirais un petit peu ennuyeux parce que c'est une très longue ligne droite sur cette autoroute avec toujours un peu, alors on va pas faire le difficile parce que c'est des paysages juste magnifiques qui nous changent, qu'on ne voit jamais. Par contre le vélo il est un petit peu long. Donc le vélo s'est passé tant bien que mal. Par contre, quand je suis descendu du vélo et que j'ai posé le pied à terre, là par contre j'ai crié, et quand j'ai vu mon pied qui était tout noir, je me suis dit là j'ai compris que mon orteil était cassé et que le marathon allait être compliqué. Donc en effet, courir a été très compliqué, mais honnêtement, vu dans l'état où j'étais, orteil cassé ou pas orteil cassé, je ne suis pas sûr que j'aurais fait beaucoup mieux sur le marathon. J'ai sauvé les meubles en essayant de courir, de me rafraîchir un maximum, puisque là, les conditions sont juste compliquées, et de profiter du moment présent et de la chance de pouvoir participer à cette course. Donc oui, j'ai profité pleinement de cette course en se détachant complètement de la performance et du chrono. Et alors, comment tu fais? Donc tu descends du vélo, tu cries, tu hurles, tu t'enlèves ta chaussure, tu te rends compte que ton pied il est à moitié noir, et à ce moment-là tu dis en fait c'est pas grave, je pars faire mon marathon quoi. Ah oui, j'ai tout de suite analysé la situation, j'ai compris que je me revois taper dans le concurrent devant. Sur le moment, j'y allais pas, j'ai eu mal au moment où j'ai tapé dedans, mais ça s'est arrêté là quoi. J'avais pas eu plus de conséquences. Voilà. Et là, tout de suite, en voyant, j'ai fait le lien immédiatement.
Et de toute façon, pour moi, il était hors de question que je ne passe pas la ligne d'arrivée. Donc, j'ai essayé de courir. Alors, je tournais un peu mon pied en rotation externe pour essayer de trouver. J'ai trouvé des superfuges pour minimiser mes appuis sur cette zone-là, mais le zéro douleur n'était pas possible. Donc, j'ai fait du fractionné. Ça veut dire, j'ai fait de la marche-course. Tant bien que mal, quoi. Mais bon, c'était pas une douleur non plus insupportable, insurmontable. La douleur était présente, mais de toute façon, il fallait faire avec. Donc après, il y a un grand trailer qui a dit il y a quelques années, la douleur n'est qu'une information, il suffit de pas de l'écouter. Bon, j'ai essayé de mettre en application ça et puis d'avancer tant bien que mal. Mais voilà. Donc j'ai quand même fini et le repos était grandement mérité après. Oui, ça rejoint un petit peu la douleur, c'est dans la tête, dit différemment, mais au final, voilà, c'est à peu près la même chose. Mais de toute façon, voilà, il fallait faire avec, j'avais pas le choix, donc j'y suis allé. Et en termes de météo, il faisait comment? Parce que Hawaï, souvent, c'est quand même très particulier. On sait que c'est chaud, c'est humide. Comment tu l'as vécu? On sent que notre corps d'Européens n'est absolument pas adapté et préparé à faire des efforts dans ces conditions-là. Je l'ai surtout ressenti sur le marathon, sur le vélo, ça s'est relativement bien passé. J'ai pas eu de sensation vraiment très désagréable. Par contre, sur le marathon, on arrive au ravitaillement, on se rafraîchit et on a l'impression on est toujours en surchauffe, quoi. On n'arrive pas à redescendre la température corporelle et tout de suite on est cocotte minute, quoi. Est-ce que tu t'étais préparé justement à ça, à la chaleur depuis Nantes? Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui vont s'entraîner dans des, qui vont se mettre dans des conditions, je sais pas, aller faire un peu d'exercice dans des saunas ou même mettre un ventilateur avec le chauffage à fond dans une petite pièce, par exemple. J'avais misé beaucoup sur l'été en me disant je vais m'entraîner en plein mois d'août, aller courir à midi en plein cagnard et compagnie. Et voilà, t'es à Nantes. Et je suis à Nantes, je suis désolé. Et on a eu un été qui a pas du tout été chaud. Je suis même parti en septembre avec 3 autres copains qui étaient qualifiés aussi pour Hawaï. Il y avait Cyril Viennot qui était dans le groupe, où on a été se préparer en Espagne en se disant on va aller se prendre du bon gros chaud pour se préparer, et on n'a jamais eu chaud pendant la semaine de prépa. Donc non, on peut dire que l'acclimatation à la chaleur, ça a été raté pour moi, quoi. T'aurais dû descendre encore un petit peu, Maroc, certainement, mais donc non, mon corps était pas habitué, et de toute façon, est-ce que ça aurait vraiment suffi? Est-ce qu'il faut pas vraiment passer 3 semaines, 1 mois dans des conditions extrêmes? Est-ce que 1 ou 2 séances dans une thermoroom et compagnie suffit? Je pense qu'il faut vraiment les accumuler, les séances, pour qu'il y ait des phénomènes d'adaptation qui se mettent en place, quoi. C'est quand même 2 chaleurs différentes, c'est-à-dire que t'as la chaleur sèche, un peu désertique, tu vois, que tu vas retrouver, je sais pas, dans le sud de l'Espagne, et la chaleur tropicale, où c'est hyper humide. On voit bien sur la peau, on sèche pas, quoi. On est toujours trempé, quoi. Il y a pas le corps n'arrive pas à réguler sa température parce que il y a une couche d'humidité permanente sur la peau, et donc l'échange, la thermorégulation est complètement squeezé par ce phénomène-là, quoi. J'ai vécu quelques années en Colombie, donc je connais ce genre de sensation. Je sais de quoi tu parles. Voilà, donc c'est pour ça. Bon, après, ça reste Hawaï, mais il faut que ça reste comme ça, puisque c'est la carte d'identité d'Hawaï, c'est ce qui reste mythique, et il faut pas que ça change. Ouais, du coup, ça va peut-être changer là avec le report d'Hawaï 2021, début 2022. Ouais, les conditions vont être différentes, tout à fait vrai. Les conditions seront différentes. Tu nous as glissé dans le premier épisode que tu changeais de catégorie d'âge, donc peut-être que tu avais des ambitions pour ces nouvelles catégories. Je propose qu'on en parle demain, de justement la suite que tu vas donner à ton avenir de sportif. Avec plaisir. À demain. À demain. Vous avez apprécié nos échanges? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode, et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!